Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre cette édition d'Actualité 7 couvrant la période du 11 au 15 septembre 2017. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi dans plusieurs endroits de la capitale pour dénoncer le vote du projet de budget. Au moins 2 morts dans des circonstances non encore élucidées et des dégâts matériels ont été enregistrés au cours de cette violente manifestation dispersée par des agents de l'ordre. Reportage Esdras Fils-Emery, Guerre Noël. L'approbation du projet de budget 2017-2018 est à l'origine de cette première vague de contestation populaire déferlée sous l'administration Moïse Lafontaine. Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent un nouveau budget dans lequel ils ne se retrouvent pas. Jodi, nous prenons la rue, c'est pour nous révolter contre budget Jovenel Moïse Lafontaine qui pas bon à l'avantage peuple haïtien. Nous demandons tout haïtien sortir vinn goumen contre accord ça par le national signé pour assassiner peuple haïtien. Furieux, les manifestants ont lancé des pierres en direction de plusieurs entreprises commerciales, privées et édifices publics, brisant ainsi leurs vitres et les pare-brises de nombreux véhicules, dont celui qui avait conduit et attendait l'ambassadeur du Mexique en Haïti au Parlement haïtien au bicentenaire. Jodi, nous chambre député, parlement, position de la classe, bon côté bourgeois, c'est peut-être ça, peuple haïtien, regagner béton, peuple haïtien, refouler sur le national là. La circulation automobile et piétonne a été perturbée dans divers endroits de la capitale en raison des barricades de pieux enflammés dressées par les contestataires. Il exhorte le président de la République à ne pas promulguer la loi de finances dans le journal officiel Le Moniteur. Nous demandons M. Jovenel pour ressaisir à travers des budgets lui-même livrés dans le Parlement. À Delma et au bicentenaire, des agents de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène afin de disperser des manifestants qui se dirigeaient vers la commune de Pétionville. Oui, pas de caca. Approuvé le 6 septembre par les sénateurs, le projet de budget 2017-2018 a été adopté en seconde lecture le 10 septembre dernier par les députés. Au moins 2 morts ont été recensés à la fin de cette violente manifestation. La nouvelle loi de finances sera promulguée coûte que coûte par le chef de l'État le 30 septembre prochain dans le journal officiel Le Moniteur, ce en dépit des contestations que suscite le document. C'est ce qu'a assuré le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, qui intervenait dans le journal Pacifique Matin sur Radio Pacifique le 13 septembre dernier. Monsieur Lubéris en a profité pour démentir certaines informations circulant autour du projet de budget. Monsieur Lubéris répondait à Jean Fouchard. En Haïti, mais qui j'ai un budget fait. Exécutif là, et font proposition, un projet de budget, et puis livrer le Parlement adopté, ça s'appelle la démocratie, et puis le publier. C'est pas parce qu'on boule machine monde, c'est pas pour ça le budget va publier. Budget, boule machine monde mal en prison. Le ou sénateur vote budget. Ah oui, le budget sera publié dans le délai constitutionnel. En plus, mon société a critiqué le gouvernement par rapport avec de nouvelles taxes qui ajoutaient, par exemple, taxes qui prévoient environ de 2500 gouttes sous un monde qui pourrait faire une carte électorale, M. Lubéris. C'est faux. OK. Et d'ailleurs, l'ONU déjà lancé campagne côté demander tout le monde qui a carte d'identification nationale expirée pour le faire à partir du 1er octobre. 4 ça pas pour tout 1 goutte. 4 ça coûte 0 centime. C'est mensonge, c'est que un paquet de talent, il a fait 2 associations pour locatif. Je dis mon monde qui gonti pour payer entre 6% et 15% en fait et montant au loué comme impôt locatif. Loi ça, il daté de 1979. À l'époque, il était prévu un barème mon caille. Je pensais que monter le caille entre 3000 gouttes et 21 500 gouttes.
Or, en réalité, tu considéré que les gens qui ont 21 500 gouttes sont gros tonton caille, donc tu taxes le haut, tu taxes et 15%. Mais je dis, un monde qui ont 25 000 gouttes, 30 000 gouttes, tout le monde connaît son petit caille. Donc ça, en fait, c'est fourchette qui quasiment plus bas. Donc pour qui ça pour taxer la 15%? Donc nous réviser et dispositif ça dans le budget. Nous dit que désormais en Haïti, même si on monte long caille 10 millions de gouttes, ou pas qu'à payer 15% de sous les, on paye 10%. Donc nous baissons. Et puis, si ou l'on caille pour 50 000 gouttes, nous pas considérer que c'est son gros coblier, vous payez 7 taxes. Ou l'autre paye 15% sous les, on paye 6%. Les budgets à fin publiés, on paye entre 6% et 10%. Ça veut dire, vous baissez, et les gens qui n'ont pas vulnérable, ils payent moins. Le Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, a été convoqué jeudi par le Sénat de la République autour des actes de vandalisme du 12 septembre dernier dans les différentes régions de la capitale. Le président AI de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat, Onondieu Louis, estime que le directeur général de la police nationale, Michel Gédéon, a failli à sa mission. Le parlementaire dit souhaiter que des sanctions soient prises pour lutter contre de tels agissements dans le pays et punir les auteurs potentiels. Onondieu Louis. Loin d'être dans le vide du hasard, les dégâts qui sont causés ont été planifiés et rendus possibles. Force est même de constater que la police nationale d'Haïti a piteusement failli à sa mission de protéger et servir. Le laxisme dont elle a fait montre en ce mardi noir traduit en clair que son directeur général ne respecte pas ses engagements et n'assume pas ses responsabilités face au pays, face à la nation. L'indisponibilité de la police nationale à intervenir en temps réel pour protéger les vies et les biens de la population laisse à désirer. Pas même le Parlement et les parlementaires ne sont assurés de l'intervention prompte de la police. Les cas ont été nombreuses, mais la situation aurait été pire si la police n'avait pas fait de son mieux pour assumer ses responsabilités. C'est ce qu'a avancé le directeur général de la police nationale jeudi devant l'Assemblée des sénateurs, qui estime que la PNH a failli à sa mission de protéger le 12 septembre dernier. Nous avons été débordés par plusieurs branches de manifestations imprévues alors que nous mettions les bouchées doubles pour à la fois sécuriser le Parlement menacé et la manifestation dont le parcours avait été défini avec les organisateurs, a expliqué Michel Gédéon. En aucun cas, nous n'avons failli à notre mission, a martelé M. Gédéon. A remarqué, il y a une question posée, instruction qui est jetée par eux. De toute façon, pas de DGPNH. Mais ceci n'empêchait que DGPNH prend responsabilité. Oui, il est important pour nous être cassio, parce qu'il fait mal. Mais il était capable de pire si la police n'a pas de responsabilité. Il était capable de pire. La réalité, c'est qu'il s'est altéré. Devant la situation, ça, on choix pour faire. Il faut qu'on mesure force. Et oui, devant pile le monde qui était rassemblé dans la zone Saint-Jean-Bosco, la police est venue retrouver une situation pour prendre disposition pour l'accompagner manifestation. Ça. Mais dans l'intervalle, plusieurs autres bouchons, groupe moun a sauté un peu partout, à la surprise générale. Donc il fallait justement revoir le dispositif de sécurité noir pour nous être capables de répondre par rapport à la question que ensemble ça a déposé nous. Il fallait justement, dans l'action à poser, définir priorité. D'abord le palais national, ensuite le Parlement, et ensuite prendre toute disposition pour capable tout bouchon ça pour contrôler. Donc à aucun moment de la durée,
DG pas de faillir à Michel. Selon le chef du CSPN, les manifestants n'avaient pas prévenu les autorités policières de leur mouvement de contestation à travers les rues de la capitale 48 heures avant, comme l'exige la loi. Jacques-Guy Lafontaine, qui déplore des dégâts importants, évoque plusieurs recommandations adressées au haut commandement de la police nationale. Suivez un extrait de la première intervention de Jacques-Guy Lafontaine au Sénat de la République. Nous avons des recommandations que nous baillons la police. Et à ce sujet, c'est-à-dire pour être plus présent, ensuite pour améliorer tout le système d'information par eux, pendant que nous-mêmes n'avons pas amélioré le système d'information par nous, et pour déférer devant la justice tout le monde qui a arrêté. Et en même temps, nous passons des instructions aux autorités compétentes pour mener des enquêtes, pour nous juger non seulement monde que nous prenons en flagrant délit, mais aussi pour nous monter filière là jusqu'à hauteur intellectuelle, acte de violence qui fait sous population, parce que c'est nous comptabiliser tous les dégâts qui gagnent, n'est-ce pas vrai, de dégâts en perte humaine, d'agression contre ambassade, agression contre monde corps diplomatique, incendie de véhicules, monde classe moyenne pour dire capé, travail dur pour te cacher ton petite machine. Donc dégâts énormes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, pour sa part, a indiqué avoir passé des instructions formelles à la direction centrale de la police administrative pour assurer la gestion de la manifestation du 12 septembre. Toutefois, Eddy Fortuné se positionne pour la résolution des différends politiques afin de freiner ce genre de situation dans le pays. Avec DCPA, mais avant de parler avec DCPA, je parler avec PM avant de montrer quelle conduite à suivre. C'est le PM, le chef du gouvernement. Donc c'est après que nous avons l'autre PM, moi je dis DCPA pour me dire position officielle. Et rapidement, ça l'a réglé. Mais c'est vrai, mais il est juste là, c'est chef, c'est super hiérarchique, DG, PNH. Mais c'est l'aspect technique, l'aspect légal là, c'est lui qui concerne l'aspect juridique, qui concerne les ministres de justice là. Donc, question de l'aspect politique là-dedans, que le ministre de justice n'a pas rentré là-dedans. L'aspect politique là, c'est pour le gouvernement, c'est pour PM, c'est pour le ministre de l'Intérieur. Mais l'aspect juridique, l'aspect légal là, il était à moi-même. Et que si le problème politique n'est pas résolu, pas penser que le ministre n'a pas fait grand-chose. On a beaucoup arrêté les gens, la police a beaucoup arrêté les gens chaque jour, mais chaque jour, il y a une manifestation dehors et pas de prison pour nous mettre les gens. Donc, je pense qu'il y a un effort politique pour qu'il fasse le problème de résoudre. Et nous-mêmes, comme ministre de justice, nous ne pouvons pas croiser bois, nous. Tout le temps, il y a casse, tout le temps, il y a acte de violence, tout le temps, il y a violation de la loi. Le ministre a toujours passé l'ordre pour arrêter les gens et il faut le juger, le juger. Donc, c'est la position du ministre. À souligner que durant cette convocation au Sénat, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et le ministre de l'Intérieur Max-Rudolf Saint-Albin ont déclaré que la question de la création d'un corps armé parallèle à la PNH dénommé Brido a été débattue en Conseil des ministres le 13 septembre. Le chef du CSPN, qui nie la création de cette entité, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour faire lumière autour de ce dossier qui suscite un tollé sur les réseaux. Plusieurs responsables d'entreprises vandalisés lors des manifestations du 12 septembre dernier contre la loi de finances 2017-2018 appellent les forces de l'ordre à sécuriser leur vie et leurs biens au cours des prochaines manifestations de rue annoncées. Si certains n'entendent pas porter plainte, d'autres exigent un dédommagement de la part des autorités compétentes censées garantir leur sécurité. Suivez ce reportage signé Jean-Marc Sondors et Rigueur Noël. Qui dédommagera les victimes des manifestations du 12 septembre dernier contre les budgets 2017-2018. C'est ce qui préoccupe ceux dont les entreprises ont été vandalisées et les véhicules incendiés par des manifestants furieux. Merlin Amazon travaille pour une institution qui partage le même bâtiment que le cabinet d'avocats Viol-Fleurant du nom de l'actuel ministre de la Planification à Boisvernat. Sa voiture, acquise au prix de grands sacrifices,
a été incendié sous ses yeux. Ça fait mal. Je ne suis pas contre la manifestation qu'a faite là, non, parce que le budget qui voté à son bagage tout haïtien a victime de lui. Mais si a manifesté, il n'est pas obligé à victime moun qui pas concerné. Je ne pas travailler dans l'État, je ne pas un rapport avec l'État, je ne pas travailler dans le Parlement, je ne pas un rapport ensemble avec l'État comme si pour essayer moi-même qui fait déficit encore. Pour Mme Amazan, c'est à la police nationale qu'incombait la responsabilité d'assurer la protection de la vie et des biens des citoyens. C'est d'ailleurs pourquoi c'est auprès des autorités compétentes qu'elle sollicite un dédommagement. Je ne sais pas si j'ai espoir pour me rejoindre, mais je suis comme si on dit pour me rejoindre la machine, parce que ce n'est pas facile pour moi bien vite là, pour me lâcher l'autre machine. Le Premier ministre Jacques Lafontaine invite toutes les victimes de la manifestation du 12 septembre à porter plainte, sans toutefois garantir qu'elles seront dédommagées. Le gouvernement va garantir tout le monde qui est impliqué dans les actes a bien pour répondre aux questions de la justice. Et n'a tout profité demander toutes victimes pour y porter plainte. Plusieurs propriétaires d'entreprises situés à Delma n'ayant pas souhaité être enregistrés ont été catégoriques. Ils ne porteront pas plainte puisque ce n'est pas la première fois qu'ils sont victimes de pareils actes. Aucune mesure n'a jusqu'à date été adoptée pour empêcher qu'ils se reproduisent ni pour les dédommager. Au lendemain de la manif du 12 septembre, le Forum économique du secteur privé a condamné les violences ayant émaillé ce mouvement de protestation et a dit prendre note du communiqué du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qu'il appelle à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de garantir la sécurité des vies et des biens. Dans une note datée du 13 septembre et portant la signature du coordonnateur Franz Bernard Grahn, le Forum exhorte également les autorités à rechercher et à poursuivre les auteurs intellectuels et matériels des dérives du 12 septembre. Il se dit aussi partisan de l'établissement d'un dialogue en vue de parvenir à l'émergence d'une société juste basée sur le progrès économique et la création d'emplois. Il faut dire qu'au lendemain de la manifestation du 12 septembre, des milliers de personnes, dont plusieurs parlementaires, ont improvisé une manifestation mercredi dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, en signe de solidarité aux dirigeants de la structure politique Plateforme Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse avait des soucis avec des policiers en milieu de journée au niveau de Delma 75. Reportage Jean-Marc Sondorcé, Rigueur Noël. À Port-au-Prince, Delma et Pétionville, la nouvelle de la tentative d'arrestation du dirigeant de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, s'est répandue comme une traînée de poudre. Des agents de la police nationale, sans motif apparent, interceptent au niveau de Delma 75 le véhicule dans lequel se trouve l'ancien candidat à la présidence, revenant d'une conférence de presse au local de sa structure politique. En réaction, parlementaires, partisans et sympathisants de l'ex-sénateur débarquent sur les lieux pour témoigner leur solidarité à M. Moïse. Les députés Louis Frandy et Vickerson Gagné retracent le fil de l'événement. Nous-mêmes nous disons jusqu'au bout, nous ne pouvons jamais pression dans le pays d'Haïti, c'est pays. Nous-mêmes dans la classe, masse propre de favoriser, contrairement à ça, vous pensez que nous avons couru dans le pays d'Haïti. Nous, nous avons été là jusqu'à ce que le peuple a joué une justice. Nous avons garanti, c'est la révolution qui commence. Moi-même, c'est depuis de Plaisance, nous avons la solidarité avec le sénateur Moïse Jean-Charles qui va toute ville pour le pays. Et je dis à nous déterminer pour mener la bataille là jusqu'au bout. Une fois rassurés d'avoir fait échec à cette arrestation, les partisans de Jean-Charles Moïse improvisent une manifestation et prennent la direction de la commune de Pétionville. Ils en profitent pour exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation de la situation générale du pays. Le sénateur Oulo Joseph, qui accompagne les manifestants, appelle le gouvernement au respect des principes démocratiques pour éviter de compliquer davantage la situation. Pour me deviner
libérer Moïse Jean-Charles et que m'apprendre la police à arrêter. Parce que moment ça pas moment arrestation. Moment ça c'est entente. Nous avons un pays pour nous sauver, tout le monde en danger, mais c'est tête ensemble. Pas question d'arrêter moun. Parce que pour une arrestation, c'est comme si on mettait l'huile sur du feu. C'est pas important, je dis là. Je dis président, je dis l'équipe gouvernementale là, pour essayer de comprendre ça là comme problème. Non. Elle dit, chemin bouton, c'est chemin malin. Nous n'avons pas besoin de dégénérer plus. Que nous arranger, on essaie de résoudre le problème qui gagne pour qu'une fois pour toutes, pour que le problème soit résolu. C'est pour ça mieux. Moi, pour qu'il y ait changement dans le pays, moi, pour travailler la population, en fait, moi, je veux respect de la société. Les protestataires ont profité de l'occasion pour exprimer leur grogne suite au vote du projet de budget. Ils continuent d'exhorter l'équipe au pouvoir à revoir sa copie. Notons que la police nationale dément les informations voulant faire croire que certains de ses membres ont tenté d'arrêter Jean-Charles Moïse mercredi à Delma. La PNH n'a pas d'ordre d'arrestation contre l'ex-sénateur du Nord, a précisé le porte-parole de la PNH. Frantz Lerbourg parle de préférence d'un simple contrôle de routine effectué suite à une alerte émise contre le véhicule à bord duquel se trouvait l'ancien candidat à la présidence. En témoigne le fait que les policiers ont laissé M. Moïse partir sans problème, a expliqué le commissaire Lerbourg. Le tribunal des référés a auditionné mercredi le dossier relatif au vote du budget attaqué par le bloc minoritaire de la Chambre basse, arguant sa non-conformité avec la Constitution haïtienne. Le tribunal devra prononcer sous peu son verdict. Le député Manès Louis, l'un des initiateurs de cette attaque juridique contre l'État haïtien, estime que le budget ne reflète nullement les aspirations de la population. Manès Louis s'explique au micro d'Edlène Vernal et de Francineus. Nous-mêmes, nous encourageons les peuples haïtiens qui, je dis, a senti le bouquet avec pouvoir ça et qui prend la rue à capement de justice. Et nous-mêmes, et nous faisons parallèlement avec action ça, une action devant la justice. En pile moun ap dit la justice corrompue en Haïti, eh bien nous parlons ouais kounya ça la justice haïtienne non. Nous voyons budget devant la justice par une action en inconstitutionnalité. La Constitution du 29 mars 1987 liba nous possibilité pour nous faire action de deux façons. Soit nous faisons devant le Conseil constitutionnel, conseil qui parle là, soit nous faisons par voie d'action, par voie d'exception, ou encore ça nous les questions prioritaires de constitutionnalité. Et moi-même, ma collègue Bossé, Printemps Sinal et Roger Milien, nous initions l'action. Et demain matin, nous invitons tous les Haïtiens pour y aller gonfler devant le palais de justice, pour y aller demander justice à la justice. Dans tous les pays du monde, comme aux États-Unis, si on a une loi qui est constitutionnelle, on est capable d'attaquer devant les tribunaux. Et nous-mêmes, nous sentons loi ça, non seulement causer nous préjudice par rapport avec mandat nous, mais causer tout le pays en préjudice. C'est en fonction de ça, nous introduisons en action en inconstitutionnalité pour nous dire loi ça pas conforme à la Constitution, parce que premièrement, vous n'êtes pas capable de prendre taxes, impôts, ça n'est pas consulter les collectivités locales. Donc, le gouvernement n'a pas fait ça. Le vote du budget 2017-2018 par les parlementaires semble provoquer un tollé au sein de la population. On en parle partout, sur les réseaux sociaux, dans les camionnettes et dans les marchés publics. Si certains s'opposent à l'augmentation des taxes prévues dans ce document, d'autres par contre l'encouragent moyennant que le gouvernement s'en sert pour développer le pays et améliorer les conditions de vie de la population. Reportage Mario Sylvain. Il faut réviser le budget 2017-2018 avant sa promulgation. C'est en gros le principal souhait exprimé par la majorité des citoyens interrogés par Radio-Télévision Pacifique. Ils estiment que cette loi finance va à l'encontre des intérêts du plus grand nombre et a été approuvée sans modification réelle par les parlementaires. On prend loi ça, retourner le tiroir, alors mettre loi qui c'est Léon Lalo, Wilson Lalo, et ensuite pour Jovenel ressaisir. Je tiens à tout me reprocher ni sénateur ensemble avec les députés parce que nous ne pouvons pas penser les gens qui dans la circonscription qui voté députés c'est action qui a été place sinon action des députés et incompétents qui travaillent au profit d'oligarchie. Une autre catégorie de résidents de la capitale voit à travers ce budget la volonté du gouvernement d'encourager la population à s'acquitter de ses redevances envers le fisc. Une démarche à encourager selon eux
moyennant qu'elle contribue au bien-être de la population. Il est logique pour l'État en taxe, mais il ne peut pas venir jouer une population qui a payé. Dès qu'à dire bon, si est-ce que la population va les joindre, puisque la population va gagner la région là, sont les chasseurs. Nous sommes d'accord pour gagner l'augmentation parce qu'il faut que l'État fonctionne, il faut que l'employé faut retoucher. Donc il faut gagner l'autre bagage, même si les gouvernements font en faveur de la population en vrai. Mais cependant, il faut que les gens travaillent, il faut qu'ils touchent. Une position que ne partage pas ce groupe de citoyens qui croient eux-mêmes que l'augmentation des taxes ne contribuera pas réellement à l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Ces personnes préfèrent préconiser le respect des prescrits de la loi. Si autrefois pas de soulagement, c'est pas cette fiscale là dans le contexte n'a vivre là qui va changer la situation. Au contraire, à mon avis, mon humble avis, c'est plus de principes, plus d'applications à principes qui existaient déjà, qui vous fait aller mieux. Plusieurs autres citoyens interviewés par Radio-Télé Pacifique se sont montrés solidaires des mouvements de protestation enclenchés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour contester le budget 2017-2018. Autre temps fort de l'actualité cette semaine, le président de l'Assemblée nationale, Yuri Latortue, s'est félicité du bilan des parlementaires ayant voté au cours des 2 sessions 40 projets de loi sur 50 inscrits dans l'agenda législatif. Le sénateur Latortue, qui clôturait lundi la 2e session législative, estime que les parlementaires ont fait œuvre qui vaille en contribuant notamment au renforcement de l'Office de la protection du citoyen, l'OPC, du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel. Il s'est réjoui du fait que la séparation des 3 pouvoirs ne constituait pas un blocage à leur démarche en faveur de la stabilité et du développement du pays. Yuri Latortue est au micro d'Hélène Vernal et de Francineus. Sans nous glorifier, nous pouvons affirmer haut et fort que les 2 sessions de cette année législative se gonflent d'un bilan copieux, d'un bilan exceptionnel. Oui, elles sont remarquables eu égard à l'ampleur du travail législatif réalisé. Franchement, il faut reconnaître que vous avez fait œuvre qui vaille. Je vous demande, chers collègues, de vous applaudir chaudement. Je suis franchement très fier de vous. Sous le leadership de ce bureau de l'Assemblée nationale, le Parlement est sans conteste l'espace par excellence d'expression de la vitalité démocratique haïtienne. Mission accomplie. Mais faut-il le souligner, cette forte productivité législative n'aurait pas pu être réalisée sans une solide relation entre les 2 pouvoirs exécutifs et législatifs. En effet, ces 2 pouvoirs ont élaboré un agenda législatif annuel comportant 50 lois, dont une bonne partie a été votée au cours des 2 sessions de cette année. De plus, l'exécutif participe activement avec nous à la mise en place des institutions constitutionnelles, l'OPC, le renforcement de la Cour de cassation et bientôt le Conseil électoral permanent et le Conseil constitutionnel. Le président de l'Assemblée nationale a en outre déclaré que la bonne santé des relations entre le pouvoir exécutif et le législatif n'a pas empêché aux parlementaires d'exercer leur pouvoir de contrôle au cours des 2 dernières sessions. Le sénateur Latortue s'est félicité de la transparence qui a caractérisé le fonctionnement de l'institution parlementaire et a permis la retransmission des débats en temps réel en vue de permettre à la population d'y participer. Il en a profité pour apporter des précisions sur les crédits réservés au Parlement dans le nouveau budget, indiquant que la moitié de ces fonds serviront à la reconstruction des nouveaux locaux du palais législatif. Yuri Latortue. Le lancement de la construction du palais législatif, qui coûtera environ 3 milliards de gouttes, ne nous fait pas perdre de vue les difficultés auxquelles est confrontée la grande majorité de la population haïtienne. Nous savons fort bien que le taux de pauvreté global s'établit à 59% et 24% de nos compatriotes vivent dans la pauvreté extrême. Ce qui veut dire que près de 6,3 millions de personnes ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels et que 2,5 millions ne mangent pas à leur faim. Ceci est inacceptable. Il est prévu de ramener le taux de pauvreté à 3% d'ici 2030, mais cela demande un effort presque surhumain. Il nous faudra pour cela une autre décennie glorieuse.
En vérité, pour pouvoir atteindre les objectifs de développement fixés dans le PSDH, Haïti devra réaliser une croissance de 10% ou plus de façon soutenue. Pour ce faire, tous les secteurs de la vie nationale doivent y contribuer. Il est donc extrêmement important que nous prenions la mesure de cette situation, que nous travaillions avec ardeur et endurance afin que nous puissions lever ces défis. Le développement est une entreprise globale, de longue durée et inclusive. Faisons l'entente nationale. Mettons-nous sincèrement ensemble pour penser, discuter et construire paisiblement une autre Haïti autosuffisante en matière alimentaire, moins vulnérable aux catastrophes naturelles, où tous les enfants sont scolarisés et où tous les jeunes auront un avenir meilleur et ne seront pas obligés de quitter leur cher pays pour aller chercher ailleurs une vie meilleure. Les activités sont toujours paralysées au niveau des 18 juridictions du pays en raison de la grève d'avertissement de 8 jours lancée par l'Association professionnelle des magistrats en vue de réclamer de meilleures conditions de travail et un budget de fonctionnement adéquat en faveur du CSPJ de la nouvelle loi de finances. Vladimir Galette et Francine Eus ont effectué une visite au palais de justice de Port-au-Prince vendredi. Leur constat. Il est 11h du matin, nous sommes au palais de justice au bicentenaire Port-au-Prince. Les carrés du commissaire du gouvernement et des substituts sont déserts. Même décor à la chambre commerciale et aux deux chambres civiles du tribunal de première instance ainsi qu'à la cour d'appel. Les parquets, les bancs des accusés ainsi que ceux de l'assistance sont vides. Un silence de cimetière règne dans ce lieu où, habituellement, dans cette tranche d'heure, l'écho des séances prête à un vacarme. Un greffier du parquet qui a requis l'anonymat nous explique que les magistrats observent scrupuleusement le mot d'ordre de grève d'avertissement de 8 jours lancé le 13 septembre dernier par l'Association professionnelle des magistrats. Mouvement visant à obtenir de meilleures conditions de travail et un budget de fonctionnement adéquat au bénéfice du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Ce débrayage des magistrats a interrompu une session d'assises criminelles qui se déroulait au niveau du tribunal de première instance. Elle vient aussi empirer les conditions de vie de la population carcérale, dont la majorité des membres attendent depuis longtemps de se présenter devant un juge. La ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Stéphanie Auguste, s'est également vue confier le portefeuille des Affaires sociales et du travail. Elle remplace le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui assurait l'intérim après la mise à pied de Roosevelt Bellevue pour soupçon de corruption. L'ambassadeur du Mexique accrédité en Haïti, José Luis Alvarado, informe que la semaine du Mexique en Haïti a été lancée lundi dernier à Port-au-Prince en vue de marquer la commémoration du 205e anniversaire de l'indépendance de son pays. S'exprimant en marge d'une visite effectuée au Sénat de la République, le diplomate a indiqué que les autorités haïtiennes sont invitées à cette commémoration qui sera une occasion de plus de renforcer les relations entre leurs pays. Ces déclarations recueillies par Edlen Vernal et Francine Eus. C'est la 4e fois qu'ils nous ont accueillis d'une manière vraiment exceptionnelle. Je crois que c'est le seul pays qui a reçu cet grand honneur d'avoir une proclamation pour une semaine du pays. Ça, c'est autour de notre indépendance. Et je crois que ça, c'est une montre évidente de la bonne relation qui existe entre le Parlement mexicain et le gouvernement haïtien à travers le Parlement haïtien. Parce qu'on a travaillé beaucoup de projets. J'espère qu'on pourra continuer à travailler des projets. Comme le sénateur a dit, il y a des accords qu'on espère être ratifiés ici au Parlement. Après la ratification, on pourra commencer à parler de beaucoup des autres projets dans les domaines de l'éducation, la culture et l'investissement, comme le sénateur a dit. On a commencé hier, on a inauguré une exhibition de peinture mexicaine à l'ambassade. C'est une belle exposition qui s'appelle Saveurs mexicaines, saveurs locales, comme l'exposition que vous avez ici de Sabor Laquais. Là, à notre ambassade, on a commencé. On a continué avec la proclamation d'aujourd'hui. On va voir une dégustation de tequila et de mezcal, que ce sont des boissons typiques mexicaines. On va avoir la fête nationale, c'est en fréquence au Caribe, vous êtes tout le monde invité. Pour sa part, le président du Sénat de la République a salué le courage des héros de l'indépendance mexicaine. Yuri Latortue a promis de plancher d'ici la semaine prochaine sur plusieurs accords entre les deux pays, portant notamment sur la culture et l'éducation. Yuri Latortue. Donc je dis,
Et nous sommes très contents avec l'ambassadeur, puisque c'est l'occasion de célébrer la culture, la solidarité, l'éducation et de dire bonne fête au Mexique. Donc nous toujours, depuis 4 ans, déclaré semaine ça au niveau du Sénat et pendant toute semaine d'activité qui a fini le vendredi, côté que nous toutes, nous allons avec le Mexique célébrer l'indépendance au Caraïbes. Donc nous débutons le Sénat et il va le finir avec la fête de l'indépendance. Donc nous sommes très contents, tout staff, tout employé qui était là, employé Sénat qui met ensemble pour nous déclarer et ouais exactement jouer encore de la culture mexicaine. C'est bénéfique puisque non seulement au niveau culturel, nous avons des échanges, mais au niveau de l'éducation, nous avons des bourses que nous avons bénéficié du Mexique et que nous avons bénéficié encore. Donc toutes les chansons pour permettre que le peuple haïtien connaisse le peuple mexicain beaucoup mieux, la caillou, et également que leur ville ici. Donc moi je crois que ça utile nous beaucoup. C'est pas en collaboration qu'on a dit, c'est comme il y a banou, mais c'est une relation côté des échanges, côté que surtout au niveau de l'éducation, côté nous connaissons plus jeunes, nos besoins justement formés. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, de concert avec d'autres structures syndicales, a annoncé pour le 18 septembre un mot d'ordre de grève à travers tout le pays en vue de dénoncer la nouvelle loi de finances. Lors d'une conférence de presse jeudi, le secrétaire exécutif de l'organisation, Jacques Anderson Desroches, a appelé à la collaboration de tous les secteurs en vue de faciliter la réussite de cette journée de grève. Ces propos au micro d'Esdras Fizeme et David Mercius. Lundi 18 septembre, nous demandons toute couche de la population. Faut coller dans le cadre de grève générale, le secteur syndical a lancé pour contrer le président Jovenel à tout acolyte parlementaire sans colonne vertébrale qui décide de déconstruire, de démantibuler, décapitaliser le classement de l'Iporio. Donc, comme secteur syndical là, donc nous avons ces outils de revendication de liés, et bien nous demandons des populations, appuyer le modèle de grève là, et tout secteur de la vie nationale là, pour coller, et vous réussissez grève ça, qui permet Jovenel de comprendre pays. Pas pour lui seulement, nous tous ça ici au même titre que lui, sauf il est le président de la République. On a dit président Jovenel lundi, sur tout le pays, il y a une grève générale pour contraindre tourner sous décision escamentaire. Par exemple, je dis, il y a un petit monde qui va faire passeport à 2500 gouttes. Donc, article 17 là clair, il dit tout service sous là, par exemple, matricule fiscale, licence, plaque machine, billet, on nomme tout qui est machine. Assurance la fini, 3 jours par ça. Et puis, on a la rue, même si on n'a pas le assurance là, on gagne 2000 gouttes comme taxe. Il faut dire que les opinions sont partagées sur ce mot d'ordre de grève lancé pour le 18 septembre par des syndicats de transport en commun à travers tout le pays. Si certains port-au-prinsiens apportent leur appui aux syndicalistes, d'autres estiment que cette initiative ne fera qu'aggraver la situation générale du pays. Jean-Marc Sondors et Rigueur Noël ont recueilli leurs témoignages. Pour une première catégorie de citoyens, cette grève sera une nouvelle étape dans la lutte pour parvenir au retrait du budget 2017-2018 voté au Parlement. Ces port-au-prinsiens disent déplorer le fait que le chef de l'État s'apprête à promulguer le document dans le journal officiel Le Moniteur, en dépit des contestations de la plupart des secteurs de la vie nationale. Selon eux, la mise en application de la loi de finances ne fera qu'envenimer la situation socio-économique du pays. Même secteur pas non, secteur malheureuse pas non. Grève là nous 100% nous appuyer. Raison d'être parce que budget ça, si budget ça a passé comme monsieur qui attention pour le passer. Nous ça trop du coup. Mais amis si m'pa appuyer grève là c'est qui m'pa ici. Et c'est parlement pour nous faire en bas que population ferme parlement qui ne connaît pas que parlementaire cap défendre nous. Nous pas pour voir président Jovenel aller. Non. Voyez là nous pas venir ba oui la tortille la vinn kebe là, vinn tortiller moun là. Faut président, pas de monde qui va faire. Faut que ça chita pour le ressaisir, entrer budget ça. Un autre groupe de personnes défavorables à cette initiative s'interroge sur les vrais motifs poursuivis par les syndicalistes. OK, mais même m'a dit ça, majorité syndicats yo, il y a quelques syndicats on fait confiance. Syndicats yo, ça peut faire, on parle pour faire un mouvement, après mouvement fin point pour reléo pour y aller négocier. M'a dit ça, depuis y aller négocier nous connaissons nous même quand nous parle contre yo. Troisième catégorie de personnes exhorte les protagonistes à trouver une entente en vue de sortir le pays de l'impasse. Même pas pour grève là pas bon pour peuple haïtien. Grève là pas pour rien pour peuple là non. Les ça fait pas eux à régler. Les plans c'est grève là c'est affaire pas eux, besoin régler. Il pas régler pour peuple, date y a plan c'est grève qui ça fait pour peuple là. Il y a pédé peuple là devant
pour régler les affaires. Je ne suis pas d'accord avec la grève là. Rien pas bien changer, ni pour ni contre. Je ne dis pas pour grève. Le secrétaire général de la présidence du Conseil des ministres, Ronald Lubériste, a indiqué que le nouveau budget sera publié avant le 30 septembre par le chef de l'État dans les mêmes thèmes votés au Parlement. Si ces déclarations se confirment, la loi de finances entrera en vigueur à partir du 1er octobre prochain à l'ouverture de l'exercice fiscal 2017-2018. Parallèlement, le député de Kinskov, Alfredo Antoine, élu sous la bannière du parti Convention Unité démocratique, KID, a déclaré que le chef de l'État n'a pas à retourner sur le budget 2017-2018, voté par les groupes majoritaires au niveau des deux branches du Parlement. Suivez les explications de Alfredo Antoine. Chef de l'État va gagner pour lui faire bac devant un budget de la République que le Parlement, dans ces deux branches, voté dans les mêmes termes. Donc, protestations qui gagnent autour du budget, c'est des protestations qui ne sont pas fondées, c'est sous base mensonge que de politiciens, de monde qui gagnent intérêt pour gagner déstabilisation dans le pays, qui baillent peuple la mauvaise information et à la vérité, pas rien que yo révélé dans le budget qui menti, dit que diaspora paye $186 le rentrée, c'est menti. Dit qu'on va payer en carte d'identification nationale et $500, 2500 gold, c'est menti, pas rien dans le budget. Parlons à présent des responsables de l'université privée Quisqueya qui plaident en faveur de la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes en vue de faciliter le développement socio-économique du pays. Lors d'une conférence débat lundi, pour marquer le début de l'année académique 2017-2018, le recteur Jackie Lumarque a aussi insisté sur l'investissement direct étranger dans l'économie nationale. Le cas de la brasserie nationale a été proposé en exemple, compte rendu Mario Sylvain et Emmanuel Charles. Le cas de la brasserie nationale comme exemple d'investissement direct étranger en Haïti a réuni étudiants, professeurs et personnalités du secteur économique à l'auditorium de l'université Quisqueya ce lundi. Selon le recteur de ce centre d'enseignement supérieur, Jackie Lumarque, il s'avère nécessaire d'attirer l'attention des étudiants sur l'entrepreneuriat, de plus en plus indispensable au développement du pays. La formation de la quel que soit le domaine de formation nous avons formation entrepreneuriale. Donc nous devons attirer l'attention sur la nécessité de faire réflexion sur qui ça qui gagne en Haïti comme facteur qui empêche l'investissement direct étranger développer dans le pays. Dans son intervention, le directeur général de la brasserie nationale, White Munters, a mis l'accent sur un ensemble d'éléments qui nuisent à l'investissement direct étranger en Haïti, comme l'instabilité politique et le manque d'infrastructures. Des inconvénients qui, selon M. Munters, ne doivent pas empêcher aux jeunes étudiants d'œuvrer en faveur du changement de leur pays. Et bien sûr, il y a le problème de stabilité, la gouvernance, le rule of law, peut-être l'insécurité de la rue. On va parler d'une cité rumeur peut-être, mais une grande institution qui est venue en Haïti. Pas de contrôle de frontières, tous peuvent entrer. C'est difficile. Les étudiants, quant à eux, se sont montrés satisfaits des échanges, indiquant avoir beaucoup appris. Les responsables de l'université Quisqueya ont annoncé plusieurs autres initiatives visant à permettre aux étudiants de découvrir le monde entrepreneurial tout au cours de l'année académique. L'organisation dénommée Solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens, SALCON, a présenté vendredi le bilan de ses activités pour les 2 derniers mois. Le porte-parole de cette structure, Yvner F. Joseph, a indiqué avoir reçu 150 plaintes de la part des consommateurs, dont 140, soit plus de 93%, rapportent à la compagnie de téléphonie Digicel. M. Joseph a fait savoir que les doléances des clients ont été acheminées aux responsables de l'entreprise incriminée qui les a dédommagés. Yvner F. Joseph au micro de Nancy Constant et Francineus. Pour période 2000, alors on a parlé période de juillet à 17 juillet, nous recevons plus de 150 plaintes sur le numéro de téléphone ça, qui concernaient plusieurs institutions. Sous 150 plaintes ça yo, gagné 140 qui
destiné à Digicel seulement. C'est monde qui perdu mégabytes, c'est monde qui perdu minutes sur téléphone. Nous traitons plainte ça et nous acheminer un rapport by Digicel et Digicel comme il toujours fait ensemble avec nous, il prend plainte ça il analyse et il porter réponse appropriée à plainte ça. Donc Digicel écrit nous, il dit nous, il contacter de consommateurs qui te porté plainte la caille nous, ça li joindre, li parler avec yo, donc si tu as un problème minute, li remettre yo et ça qui a un problème mégabyte, il fait même bagarre là. Il y a des gens qui portent plainte la caille nous pour Digicel, c'est des gens qui activent un ensemble de services, un ensemble d'options sur téléphone yo, malheureusement pas désactivé. Donc pour l'instant nous sommes capables de dire relation que nous développons avec la compagnie téléphone Digicel jusqu'à présent correct puisque le nous acheminer rapport yo prend rapport yo fait suivi yo et moun qui porte plainte la caille fait nous connaître que suivi au fait. Voilà qui met fin à cette édition d'Actualité 7. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépacifique.